Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Nous rêvons tous d'avoir un lopin de terre pour cultiver ses propres fruits et légumes. En ces temps fragiles, économiquement et écologiquement, c'est même devenu une nécessité. Les carrés potagers sur balcon ou autres palox que l'on peut voir arriver en ville depuis quelques années montrent bien que l'agriculture urbaine et le retour de la nature en ville est un sujet de société phare. Pour en parler, je reçois François Béguin qui a créé Mon Potager sur Paille, un moyen simple et efficace de cultiver sur son balcon ou sa terrasse. Bonjour François, alors est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler un peu de la genèse de votre projet, donc Mon Potager sur Paille. Bonjour Yves, François Béguin. Donc j'ai initié ce projet suite à une rencontre avec un ancien membre du réseau Entreprendre qui fait tout ce qui est isolation des bâtiments avec de la paille et qui a expérimenté la culture sur bottes de paille. Et donc, ils n'avaient pas forcément le temps de développer cette activité et m'ont proposé de prendre en charge cette activité. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est venu et moi j'ai pris le projet à bras-le-corps. Alors vous êtes déjà de la partie, non, au niveau horticulture, potager ou ce genre de choses, non ? Pas du tout. J'ai des origines d'agriculture. Mes parents étaient agriculteurs, donc je connais bien tout ce qui est milieu agricole. Après, j'ai aussi un potager chez moi que je fais déjà depuis très longtemps et j'ai une serre de 40 mètres carrés pour donner un peu un ordre d'idée. Déjà, ouais. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de pieds de tomates ou de plants de courgettes, de pommes de terre et ainsi de suite. Donc voilà, donc j'ai été assez sensibilisé à ce monde, on va dire, du jardinage et ce qui tourne autour de la culture. À quoi consiste votre métier ? Qu'est-ce que vous proposez donc pour Mon Potager sur Paille ? Donc c'est un concept en fin de compte pour proposer plutôt au milieu urbain la possibilité de végétaliser un balcon, une cour, une terrasse, même une pelouse qu'on n'a pas forcément envie de retourner et préparer. Et donc en fin de compte la botte de paille qui est dans une cagette en bois pour bien tenir la paille permet en fin de compte d'avoir un potager mobile aussi, parce qu'en fonction du soleil, on peut aussi le bouger. Et donc la culture se fait directement dans la paille. D'accord. Donc cette paille, elle est un peu particulière, parce que c'est de la paille qui sert aussi, donc comme je disais tout à l'heure, à l'isolation des bâtiments. Donc elle est très dense. Et donc du fait qu'elle soit très dense, ça permet de garder l'humidité. Et donc au moment où on prépare cette paille, on la transforme pendant une dizaine de jours avec une recette bien particulière, avec de l'eau et du purin d'ortie. D'accord. Donc à partir de là, en fin de compte, ça permet le début du compostage de la paille. Et donc elle se transforme. Et du fait de sa densité, garde encore plus l'humidité quand elle est transformée. Et je dirais au bout de 10 jours, le petit clin d'œil comme quoi c'est prêt à être planté, c'est que il y a des petits grains de blé qui commencent à pousser. Donc ça veut dire que là on peut faire un trou dans la paille, planter la plante qui est déjà poussée, c'est-à-dire un plant avec sa mode de terreau. Okay. On rajoute du terreau autour pour bien que ça soit dense. Et donc après, la plante va aller se développer directement dans la paille qui se composte au cours de l'année. Et alors du coup, combien il faut changer la paille, la botte, j'imagine, au bout d'un moment quand même, non ? Donc la botte sert 2 saisons. Okay. Si on commence au mois de mars, ça va durer jusqu'au mois d'octobre-novembre de l'année suivante. Donc la paille va se tasser la deuxième année, mais elle sera encore bien meilleure parce qu'elle sera très, très transformée, donc prêt à recevoir une deuxième culture l'année suivante. Et j'imagine il y a une saisonnalité, non, pour créer les bottes de paille ou pas du tout ? Évidemment, le potager, c'est plutôt du printemps-été, mais après, le potager, il existe aussi des plantes d'hiver. Donc, par exemple, on peut faire pousser de la mâche l'hiver ou des poireaux. Donc ça peut être aussi utilisé l'hiver. Mais je dirais que c'est principalement quand même l'été, donc ça a une saisonnalité, oui. D'accord. Et cette paille justement qui provient normalement pas de résidus d'isolation, mais qui à la base est fait pour ça. Est-ce que c'est une paille qui est bio, labellisée ? Alors elle n'est pas bio pour l'instant. J'aimerais bien pour l'année prochaine avoir de la paille bio. Ouais. Aujourd'hui c'est de la paille en agriculture raisonnée.
Ok. C'est-à-dire que l'entreprise qui fait ces bottes de paille a un cahier des charges avec les agriculteurs qui doivent respecter pour pouvoir être utilisés pour l'isolation des bâtiments. D'accord. Donc elle est déjà en agriculture raisonnée. Donc c'est déjà bien par rapport à une botte de paille classique, et on fera mieux avec la paille bio demain. Ouais, c'est top. Hein. En tout cas, c'est assez surprenant de se dire qu'on a tellement l'habitude du terreau, ce genre de choses pour planter ou de la terre, que finalement, avec une botte de paille bien préparée, on peut réussir à faire des merveilles finalement. On peut justement, oui, créer de la vie, et puis surtout en milieu urbain, ramener des végétaux, et donc de permettre à chacun d'avoir sa petite production. C'est pas de la grande échelle, mais c'est vrai que produire ses propres tomates cerises ou ses courgettes, c'est quand même très agréable à manger quand on la produit soi-même. Donc, donc voilà, donc ça permet de donner accès à des personnes qui l'auraient pas aujourd'hui, d'avoir son petit carré. Après, en ayant plusieurs bottes de paille, je dirais on peut pas être en autonomie, mais avoir une certaine production. Alors, vous parliez du fait que c'est mobile. Ça doit peser quand même un petit... combien de kilos ça? 50 kilos, non, peut-être? Ah non, pas du tout. Non. Sur la grosse caisse qui fait 60 de long, 50 de large et 40 de haut, on est à une quinzaine de kilos. Ah oui, ça va. Donc c'est pas si lourd que ça. C'est pas si lourd que ça, la paille. La terre, ça peut vite être... Voilà, c'est un des avantages de la paille, c'est que voilà, le potager peut être déplacé. Par exemple, cette année, on a une grosse canicule, et les plants en plein soleil, certaines plantes, si on met des aromatiques, du persil ou des ciboulettes, ça va pas bien résister. Donc on peut aller le mettre un peu à l'ombre, à l'est ou au nord. Donc voilà, donc il y a ce gros avantage de pouvoir être mobile du fait qu'elle est dans une caisse. Et alors du coup, si on arrose, dans cette caisse, il y a un bac de récupération d'eau peut-être aussi? Pour l'instant, cette année, il n'y en avait pas. D'accord. Il n'y avait pas de récupération d'eau, mais c'est une piste d'amélioration sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui avec une entreprise. D'accord. Pour justement faire un bac en dessous en acier galvanisé pour récupérer l'eau et qu'il n'y ait pas de saleté entre guillemets qui coule au fond de la caisse. Oui, donc, et puis ça veut dire aussi que par exemple en hiver, si on veut rentrer sa botte de paille, on pourrait très facilement le faire vu dans une véranda par exemple, on pourrait très bien le faire. Donc voilà, donc j'ai depuis que j'ai commencé à travailler ce projet, j'ai déjà des pistes d'amélioration. Donc celle-ci c'en est une. J'ai une autre piste aussi de consolider aussi la caisse. D'accord. C'est vrai que moi, avec l'activité que j'ai eue, aller bouger, machin, et voilà. Donc j'ai trouvé quelques petites faiblesses, et donc je vais corriger et améliorer ça cet hiver. Au bout de 2 ans, il se passe quoi en fait avec la paille? Parce que si ça dure 2 ans, donc j'imagine qu'il faut changer la botte. Comment ça se passe? On met la paille qui est bien compostée au compost. D'accord. Voilà, donc c'est recyclé encore une fois. Et moi, je propose une autre botte de paille à mettre à la place. Et donc, vous pouvez aussi récupérer l'ancienne botte, éventuellement, si on n'a pas la possibilité de... Oui, je proposerai cette solution. Ouais, et je proposerai aussi la solution de repréparer une nouvelle botte dans la même caisse, et puis de redonner la caisse prête à être plantée. Est-ce que vous avez d'autres activités complémentaires en plus justement de cette botte de paille? Est-ce que vous proposez autre chose? Donc aujourd'hui, je propose des Zoya ou des Zola, ça dépend comment les gens l'appellent. Donc c'est un système d'irrigation en terre cuite qui se fait par capillarité. Et donc il y a des petits modèles qu'on plante au pied d'une plante déjà existante, et l'eau se diffuse 24 heures sur 24 tout en douceur. Donc la plante n'est pas stressée soit par trop d'eau, soit pas assez d'eau. Donc elle va chercher ce dont elle a besoin. Et puis au bout du compte, vous faites entre 50 et 70% d'économie d'eau. Donc ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent vu la saison qu'on a eue cette année. Tout à fait. Et ça fonctionne sans électricité, sans programmateur, 100% naturel, et ça tombe pas en panne à partir du moment où vous mettez de l'eau dedans. Il y a plusieurs tailles, j'imagine, en fonction de la taille du bac. Exactement. Donc les individuels, il y a entre 20 et 40 centilitres.
Après, j'ai un petit modèle tout petit avec un cône et on le complète avec une bouteille en verre qu'on met au-dessus pour augmenter l'autonomie. D'accord. Et ça a été un petit peu mon best-of cette année. Ok. Donc il plaît beaucoup, il peut se mettre un peu n'importe où. Et après, on a des modèles qui s'enterrent directement dans le potager. Ou dans un parterre de fleurs. Et donc là, on a des modèles qui vont de 1 litre à 8 litres, voire 12 litres. Ouais, c'est énorme. Que l'on plante au moment où on fait son potager en début de saison. Et en fin de compte, on fait un trou et on met l'Oya dedans et on plante autour. D'accord. Donc par exemple, avec un 8 litres, on peut planter entre 5 et 6 pieds de tomates autour. Ah oui, c'est pas mal. Et vous avez une autonomie entre 10 et 12 jours. Donc, ce qui fait énorme. que vous on peut partir en vacances tranquille, quoi. Vous pouvez partir en vacances ou si quelqu'un doit venir l'arroser, il va venir peut-être qu'une seule fois. Ouais. Si vous partez 3 semaines, et, voilà. Donc il n'y a pas besoin de venir tous les jours arroser. Okay. Donc on gagne du temps. Oui. On gagne de l'économie d'eau. Ouais. Et surtout, ce qui est très important pour la plante, c'est qu'elle n'est pas stressée. Ça, c'est un point vraiment important. Tout à fait. Et alors, justement, les Oya, la terre cuite, ça... Est-ce que ça gèle ou comment ça se passe? Parce que si on met ça quand même à l'extérieur... Voilà, le sel hic, on va dire, de ce produit, c'est que comme il est poreux, il reste toujours de l'humidité dedans et en cas de gel, ça éclate. Il y a un risque d'éclatement, comme les poteries, les pots de fleurs qu'on a chacun chez soi et qui, au bout de 2-3 ans, éclatent dans le jardin si on les a laissés dehors. Donc voilà, il est préconisé de les rentrer l'hiver ou de mettre 20 cm de paille au-dessus pour être sûr que ça ne gèle pas en dessous. Donc c'est vrai que le paillage, que ce soit pour protéger l'Oya l'hiver ou les plantes l'été, c'est vraiment très important. Okay. C'est-à-dire que moi, je préconise de mettre des Oyas, de ne pas les enterrer jusqu'au bord, mais de laisser 3-4 cm et de mettre du paillage. Donc, ce qui permet, en plus, de bien garder l'humidité en terre et qu'elle ne s'évapore pas par la terre. Ouais, c'est vachement intéressant. Super. Très bonne idée, ça c'est bien. Merci. Vous avez autre chose aussi peut-être, non? Alors les bœufs de paille, les Oyas. Et j'ai un troisième produit aussi qui complète un petit peu ces deux produits. C'est un fertilisant 100% naturel, 100% bio, à base 100% de crottin de cheval. Ah ouais. Et donc j'ai trouvé ce produit, quelqu'un qui a mis ça au point, qui a mis 5 ans à le mettre au point. Ça s'appelle Tonnerre d'Engrais, pour le nommer, et il a ses propres chevaux. Donc il maîtrise toute la chaîne d'alimentation, il n'y a pas d'antibiotiques. Et donc lui prélève les crottins de ses chevaux et a mis en place un traitement qui permet de transformer ce crottin en fertilisant qui ne brûle pas les racines si c'est en contact des racines. D'accord. Donc au moment de planter par exemple dans la botte de paille votre pied de tomate, au fond vous mettez 25 grammes, c'est-à-dire une poignée de fertilisant au fond, et vous avez pour 6 mois de fertilisant. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter de fertilisant pendant 6 mois. Ah ouais. Et c'est 100% naturel, 100% bio. Génial. Donc c'est-à-dire que demain, quand j'aurai de la paille bio, le fertilisant bio et des plantes bio, j'aurai 100% bio pour l'année prochaine. Génial. Et ils sont dans le coin, dans ces personnes? Non, ils sont dans l'Oise. Dans l'Oise. Donc moi, j'ai été rencontré à l'occasion d'un événement. C'était la fête des jardiniers au château du Lude début juin. Donc une belle fête pour les Angevins. C'est pas très loin. Oui, c'est pas loin le Lude, effectivement. Je conseille d'aller voir parce que le château du Lude en fond d'événement, c'est assez sympa. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a permis de faire de belles rencontres et de pouvoir faire profiter d'autres personnes de ce genre de produits. Justement, belle transition, parce que j'ai une question à vous poser par rapport au Salon du Végétal. Donc vous avez participé au Salon du Végétal à Angers. Qu'est-ce que vous avez proposé exactement lors de ce salon ? Donc dans ce salon, qui est pour la première fois ouvert au public cette année, on a avec une association dont je fais partie, la Mauve 49. Donc c'est le mouvement pour une agriculture urbaine vivante et éthique. Et donc il y a une quarantaine d'adhérents, donc qui sont soit des professionnels qui tournent autour de l'agriculture urbaine ou des associations ou des écoles par exemple. Et donc c'est de promouvoir justement l'agriculture urbaine. On a organisé
organisé les 48 heures de la culture urbaine mi-mai à Angers, par exemple. Et là, donc au salon, on a un coin de stand à organiser pour présenter les différentes solutions de l'agriculture urbaine. Donc moi, je vais exposer mes bottes de paille avec différentes cultures dessus. Il y a par exemple la ferme aquacole qui fait de l'aquaponie qui sera là aussi. Il y aura d'autres personnes. Il y a la Rosée Sauvage d'Angers aussi. Voilà, donc j'en oublie. Après, je peux pas tous les nommer. Mais voilà, donc on est un certain nombre à organiser cet espace pour montrer ce que l'on peut faire en termes d'agriculture urbaine. Ouais, effectivement, c'est un vrai sujet. On en parle de plus en plus de l'agriculture urbaine, et c'est vraiment très important de s'y mettre de toute façon, et de ramener ce fameux végétal au cœur de ville, ou en tout cas dans les villes, parce que ça manque. À Angers, il y en avait un peu plus, mais quand même, il y a encore du travail. À Angers, on a la chance d'avoir la ville la plus verte, qui a le plus de mètres carrés par habitant. Je crois que c'est 100 mètres carrés de végétal par habitant à Angers, donc c'est déjà très important. Ah, complètement. Mais voilà, donc ce qu'on fait à Angers en agriculture urbaine, il y a d'autres mouvements comme ça aussi en France, dans d'autres villes. Et c'est vrai qu'un pays qui est très très en avance là-dessus, c'est le Canada, où il y a des jardins qui sont mis en place en bord de rue, où les gens peuvent déjà ramasser, cultiver. Donc c'est vrai que moi je suis quelques groupes Facebook au Canada, parce qu'ils sont très avancés sur cette. On a beaucoup à apprendre d'eux, je pense. On pourrait aussi donner l'exemple pour ceux qui ont vu le film Demain de Cyril Dion. À un moment donné, ils sont à Détroit, aux États-Unis. Et pareil, où ils ont développé, comme l'industrie automobile s'est cassée la figure, la ville qui faisait plus de 2 millions d'habitants en fait plus que 600 000. Et ils ont pu transformer justement des coins abandonnés, désaffectés en agriculture urbaine pour les habitants, fait par les habitants, créer de l'emploi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et je pense qu'on peut faire la même chose finalement chez nous. Oui, à Angers, il y a un projet justement dans le quartier de Belle-Veille. C'est une association qui va végétaliser un terrain qui est vraiment impropre à la culture, parce que c'est du gravier, et cette association, c'est la Belle Paille, avec qui je suis aussi en contact. Donc voilà, pour donner un exemple à Angers de végétalisation d'endroits non propres à la culture, c'est ça aussi qui est important dans l'agriculture urbaine, c'est essayer de se réapproprier des terrains qui n'avaient plus cette vocation, et donc puis remettre aussi de la vie de quartier. C'est-à-dire que les gens de quartier vont venir s'investir dedans, et puis manger leur propre récolte, donc culture. Donc ça, c'est génial. Carrément. Et alors, je vais revenir juste un petit peu sur Mauve, donc vous avez cité tout à l'heure. Si vous pouvez rappeler déjà ce que c'est, et puis quelles sont les différentes actions que vous proposez. Alors, vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'événement au mois de mai, qui a eu lieu à Angers, là, en 2022. Voilà, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Mauve, donc je rappelle, c'est le mouvement pour une agriculture urbaine vivante et éthique. Donc on a une quarantaine d'adhérents. Donc le but, voilà, c'est de mettre en avant, d'être en lien aussi avec les responsables locaux, la mairie, Angers Super Nature, par exemple. Et donc cette association a été créée au départ justement pour les 48 heures de la culture urbaine. Et donc elle a été créée il y a 3 ans, donc avant le premier confinement. Donc ils avaient organisé cet événement. Donc pendant 2 ans il n'y en a pas eu, et cette année on a pu la réorganiser. Et donc elle a eu lieu le 14-15 mai de cette année, place Saint-Éloi. D'accord. Et donc une bonne partie des adhérents proposaient nos différentes approches de l'agriculture urbaine. Et donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de monde cette journée-là. Donc ça commence à intéresser les gens. Oui. Tout à fait. Donc c'est des événements comme ça qui vont les attirer.
pourquoi on leur explique, pourquoi on fait ça et dans quel but. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que les jeunes générations sont beaucoup plus, je pense, à l'écoute par rapport à l'écologie, la nature, le respect de la nature, Tout à fait. et puis les circuits courts aussi. Tout à fait, ça fait partie d'une de mes questions récurrentes que j'ai, c'est si vous pensez que les futures générations ont justement cette fibre un peu éco. Donc vous êtes convaincu, vous, que... Oui, moi je pense que il faut qu'on s'appuie sur eux. Et je pense qu'ils ont sûrement des choses à nous faire prendre conscience, à nous faire évoluer. Par exemple, c'est vrai que moi les Olas, j'en vends aussi à des jeunes, donc et qui voilà, l'économie d'eau, le naturel, le fabriqué en France aussi. Ouais. Moi je propose mes bottes de paille. La botte de paille, elle vient du Maine-et-Loire. Le bois, il vient du Maine-et-Loire. Les plantes, milieu horticole, de pas très loin. Donc le circuit court, je pense que c'est quelque chose qui a bien marché, je dirais, avec le confinement, mais il faut qu'il continue. Mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Ouais. Et... avec ce qui s'est passé, les épisodes estivaux, c'est vrai que ça permet aux gens de prendre conscience finalement de ce qui s'est passé. Vous êtes investi autrement, associativement ou pas, où il y a mot. Donc je suis aussi adhérent d'une autre association plutôt nationale. D'accord. Donc, c'est l'AFOP, l'Association française de l'agriculture urbaine et professionnelle. Donc et là aussi, c'est aussi des professionnels. Il y a des associations. Donc on est, je crois, entre 130 ou 140 adhérents sur toute la France. D'accord. Donc c'est une association qui a déjà 6-7 ans, qui était au départ une association bénévole. Il n'y avait que des bénévoles et maintenant il y a 3 permanents, donc salariés de cette association, pour développer tout ce qui est autour de la culture urbaine, et puis aussi apporter une aide en termes juridiques. Par exemple, si les adhérents ont des questions juridiques, ils centralisent, ils ont peut-être déjà répondu à un, donc ils peuvent donner l'information aux autres. Donc ça permet de mettre en commun des informations. Ça peut être aussi tout ce qui est environnemental, tout ce qui est associatif, mairie. Il y a plein de lois, tout le monde ne connaît pas forcément toutes ces infos, et donc eux sont là pour récupérer l'info et la transmettre. D'accord, ok, c'est intéressant. Ouais. Et donc cette association était aussi impliquée dans les 48 heures de la culture urbaine, parce que c'est eux qui fédéraient en fin de compte tous les événements en France. D'accord. Il y en avait 17 en France, dans 17 grandes villes de France. Donc voilà, ils sont là justement au salon ils étaient là au salon du végétal. Donc voilà, donc ils ont une bonne dynamique pour se faire entendre et nous faire entendre auprès des ministères, parce que le ministère de l'agriculture urbaine, ils connaissent pas. Donc cette association, elle est là aussi pour essayer de se faire connaître, aller toquer aux portes et avoir du soutien derrière, pour pas être tout seul à ramer dans son coin. Donc c'est aussi de faire prendre conscience tout en haut de l'administration française, que y a des mouvements en bas, et qu'il faut qu'on nous aide à le mettre en place. Ouais, complètement. De toute façon, même si les actions politiques sont hyper importantes, ça viendra forcément du bas. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Comment on peut vous contacter ? Est-ce que vous êtes sur des marchés ou est-ce que c'est juste sur des salons ? Enfin, comment ça se passe ? Donc, pour l'instant, j'ai fait des marchés sur Angers. Je faisais plusieurs marchés par semaine. Par exemple, à Lafayette le mercredi, le samedi, Place Leclerc. Ça va être les principaux que je fais. Après, je fais aussi des événements. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait la fête des jardiniers au Lude. Cet été, j'ai fait une fête de la nature dans le Morbihan qui s'est très, très bien passée. Donc voilà, donc c'est vrai que les gens sont sensibles à cette proposition de culture sur botte de paille. Ils trouvent ça très bien. Après c'est un peu
plus compliqué à ce qu'ils franchissent le pas. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose qui va mettre un petit peu de temps à prendre. Mais voilà, moi j'ai bon espoir de développer cette activité et que les gens voient ce qu'on peut faire. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut se montrer. Et donc les marchés sont un excellent moyen de se montrer et de proposer et d'aller à la rencontre des gens. D'accord. Est-ce que vous avez un site web où on peut retrouver des informations? Donc j'ai un site web qui vient d'être lancé, qui s'appelle monpotagersurpaille.fr. D'accord, tout attaché. Tout attaché. Okay. Au singulier. Donc voilà. Donc vous pouvez aller voir avoir toutes les informations concernant les différents produits que je vous ai parlé, les boîtes de paille, le fertilisant, les Zoya et puis autres. D'accord, super. C'est parfait. Merci beaucoup François pour cet échange. J'encourage tout le monde vraiment à découvrir. Moi, j'ai eu l'occasion de voir de mes yeux justement sur le marché Lafayette à Angers. C'est vraiment top. Maintenant, encore une fois, il faut juste prendre les mesures de son balcon, par exemple, si on a un balcon, de sa terrasse, et puis de passer bas, parce que c'est vraiment un chouette projet. Et si on veut avoir une petite autonomie, bien évidemment, alimentaire, même si c'est pas c'est juste une petite production qu'on peut avoir, c'est toujours chouette. Donc bravo et franchement, toutes mes vœux de réussite, François. Merci Yves. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et vos commentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur Apple. Portez-vous bien et à bientôt à l'écoute de Génération Éco.